Le calcul des contraintes dans les plaques. L'objectif de ce module est de présenter les outils qu'on développera pour s'assurer que l'écoulement n'est pas atteint dans nos éléments de plaque de notre structure. Nous utiliserons à cet effet les critères de Tresca et de von Mises. Dans une plaque, le calcul des contraintes est beaucoup plus simple que celui dans une poutre. En effet, la géométrie est la même pour toutes les plaques du même type et en plus, elle est plus simple que celle pour un élément fini de poutre. Si on active l'effet membrane uniquement, les contraintes sigma x, sigma y et taux xy sont constantes dans l'épaisseur de la plaque. De plus, elles s'obtiennent avec des relations simples. Si on active l'effet flexion, les contraintes sigma x et sigma y varient linéairement dans l'épaisseur et peuvent être calculées par une équation simple issue de la théorie des poutres. On peut aussi calculer des contraintes de cisaillement aux fibres extrêmes avec une fonction aussi simple. Si on active l'effet de cisaillement transverse, la distribution des contraintes de cisaillement taux XZ et taux YZ n'est pas constante, elle est parabolique. On l'a déjà vu lorsqu'on a fait les calculs des contraintes de cisaillement qui se développent dans les poutres suite à la présence d'efforts tranchants. On sait que le maximum de la contrainte de cisaillement induite par l'effort tranchant est maximal au feuillet moyen. On sait comment calculer la valeur de ce maximum puisque la géométrie est très simple. Avec toutes ces données, il est possible de connaître avec précision l'état de contrainte en tout point de la plaque. Considérons l'exemple du calcul de la contrainte de Tresca. Supposons un état plan de contrainte où l'on a par définition sigma z égale à taux xz égale à taux yz égale 0. On sait qu'on peut trouver un repère ou un système d'axes où cet état va être représenté par des contraintes axiales uniquement. C'est le repère principal. Sur le transparent ici, on retrouve le cercle de Moore que vous avez vu dans vos cours de résistance matériaux 1 et 2. Donc les contraintes principales, minimales et maximales sont représentées ici et la contrainte de cisaillement se trouve à cet endroit. On a vu que le critère de Tresca s'exprime sous la forme ici, taux max doit être plus petit ou égal à sigma 1 moins sigma 2 sur 2 pour éviter l'écoulement. Et ça, il faut que ce soit plus petit que 1/2 de SY. Maintenant, lorsque on travaille dans un repère quelconque, sigma 1 moins sigma 2 va être donné par la relation qui est ici. On remarquera que cette équation est donnée pour un état plan de contrainte quelconque, c'est-à-dire que peu importe les contraintes sigma x, sigma y et les contraintes de cisaillement, cette relation-là va s'appliquer. On pourra définir une contrainte de Tresca comme étant sigma 1 moins sigma 2 et il faut que cette contrainte-là soit plus petite que SY pour éviter l'écoulement. En effet, si on regarde ici, le 2 qui est là et le 2 qui est là peuvent s'annuler, donc il nous reste sigma 1 moins sigma 2 doit être plus petit ou égal à SY pour qu'il n'y ait pas d'écoulement. Le critère de von Mises maintenant. Donc l'origine physique du critère de von Mises est la suivante. Lorsqu'on soumet un matériau à un chargement, il se déforme. On doit fournir un certain travail pour induire cette déformation. L'énergie déployée pour le travail est emmagasinée dans le matériau sous forme d'énergie interne. Lorsque le matériau atteint son domaine plastique, une partie du travail que l'on déploie pour le déformer sert à faire glisser certains plans cristallographiques de manière irréversible. Le critère de von Mises est le suivant. Il y a plasticité dans le matériau quand l'énergie de déformation de distorsion dans le matériau induite par un chargement atteint une certaine valeur seuil. Donc ici, ce qu'on entend par énergie de distorsion, c'est l'énergie qui va faire changer la forme du matériau sans en changer le volume. Donc les déformations de cisaillement, par exemple, où on cisaille le matériau, changent uniquement la forme, mais le volume reste constant. Tandis que lorsqu'on réalise un essai de traction, donc on étire le matériau, il s'étire et il se comprime. Si on n'a pas un coefficient de Poisson qui est égal à 0,5, on a à la fois un changement de volume et un changement de forme. Donc l'énergie de distorsion, c'est l'énergie qui change uniquement la forme à volume constant. L'énergie de déformation de distorsion dans un matériau est donnée par la relation suivante. Donc ça ici, c'est pour un état général de contrainte où on aurait principalisé les contraintes. Donc c'est 1/12 fois 1 sur le module de cisaillement qui multiplie l'équation qui est ici. On mesure habituellement l'énergie de déformation seuil, donc celle à partir de laquelle il y aura plasticité lors d'un essai de traction. Lors d'un essai de traction, on a que sigma, ici, qui est uniaxial, est égal à SY lorsque écoulement. Dans un essai de traction,
la limite d'écoulement correspond donc à sigma 1 égale à SY et sigma 2 et sigma 3 sont égales à 0. Donc, on aura ici que l'énergie de distorsion lors d'un essai de traction et lorsqu'on se trouve à l'écoulement va être donnée par SY au carré divisé par 6 fois le module de cisaillement. Le critère de von Mises prend donc la forme suivante. Il n'y aura pas d'écoulement si l'énergie de distorsion emmagasinée dans le matériau est inférieure à l'énergie de distorsion qui conduit à la plasticité. Pour un état plan de contrainte, on aura ici que 1 sur 12 fois le module de cisaillement fois la fonction qui est ici doit être plus petit ou égal à SY au carré sur 6G. Cela va conduire à la relation ici, 1/2 sigma 1 moins sigma 2 au carré plus sigma 1 au carré plus sigma 2 au carré. Ça, c'est égal à la contrainte de von Mises et ça, c'est plus petit que SY. Donc, on a deux critères jusqu'à maintenant. Donc, on a vu le critère de Tresca qui, lui, l'origine physique, c'était que dans un matériau polycristallin, vous avez des plans cristallins qui vont se mettre à glisser un par rapport à l'autre lorsque la contrainte de cisaillement maximale atteint un certain seuil. Donc, dans le critère de Tresca, on regarde en tout point de la structure la contrainte de cisaillement. Donc, on trouve la contrainte de cisaillement maximum, puis on fait l'hypothèse qu'en un point donné, cette contrainte-là va être rencontrée et il va y avoir plasticité. Dans le critère de von Mises, on calcule l'énergie. Donc, l'énergie, grosso modo, ça fait intervenir une intégrale de la déformation. Donc, l'énergie, si on veut, comme on va intégrer une énergie de déformation, on va moyenner, grosso modo, le calcul de l'énergie. Ce qui fait en sorte que le critère de von Mises, il est un peu moins sévère que le critère de Tresca, parce que le critère de Tresca, on regarde la contrainte maximale de cisaillement qui va initier la plasticité. Donc, quand on a un état plan de contrainte quelconque, la contrainte de von Mises va être donnée par la relation qui est ici. Donc, on a deux expressions, une quand on est dans le repère principal et une lorsqu'on exprime la contrainte de von Mises à partir des contraintes sigma x, sigma y et taux xy. Maintenant, c'est très intéressant de représenter ces contraintes-là dans le diagramme qui est suivant. Donc, le diagramme qui est ici représente, si on veut, la surface de plasticité. Donc, on a l'axe X ici qui est l'axe de la contrainte principale sigma 1. L'axe Y, c'est l'axe de contrainte principale sigma 2. Et on a représenté ici en trait pointillé l'enveloppe du critère de Tresca et en trait plein l'enveloppe du critère de von Mises. Donc, le critère de Tresca ici, c'est sigma 1 moins sigma 2, doit être plus petit qu'un certain seuil pour qu'il y ait plasticité. Donc, on reconnaît ici la forme du critère de Tresca. Et comme la forme du critère de Tresca est à l'intérieur de la forme du critère de von Mises, on voit que le domaine ici d'élasticité, parce que lorsqu'on est à l'extérieur de cette enveloppe-là, on est dans le domaine de plasticité, on voit que le domaine d'élasticité est plus restreint pour le critère de Tresca que le critère de von Mises. Donc, regardons un exemple de calcul. Donc, ça, c'est un fichier de résultats qui viendrait de votre calcul par élément fini du bouclier anti-radiation. Donc, vous avez par exemple ici l'élément 101, qui est un élément de plaque. Vous aurez les contraintes dans le repère de l'élément, très important. Hein? Ici, ça, c'est dans le repère de l'élément fini. Ce n'est pas les contraintes dans le repère global de la structure. Ici, c'est les contraintes dans le repère de l'élément fini, dans le repère local. Et vous avez aussi les contraintes principales. Donc, à partir de ce tableau, si on calcule la contrainte de Tresca, on calculera sigma 1 moins sigma 2. Donc, pour les résultats qui sont ici, ça nous donne 18,43 mégapascal. Tandis que la contrainte de von Mises va être donnée par la relation qui est ici. Le code de calcul vous calcule aussi la contrainte de von Mises, donc il la donne aussi dans le tableau. Donc, on a 16,94. Donc, on voit ici qu'avec le critère de Tresca, on doit avoir que la contrainte de Tresca est plus petite que la limite d'écoulement. Même chose pour le critère de von Mises. Donc, on voit ici que la contrainte de Tresca est plus grande que celle que la contrainte de von Mises. Ce qui montre encore une fois que le critère de Tresca est plus restrictif parce que sa contrainte équivalente va être toujours plus grande ou égale à celle du critère de von Mises. Donc, vous aurez l'occasion d'appliquer ces notions-là dans le cadre du TP1 où on va vous demander de faire le calcul des contraintes de Tresca et de von Mises pour vos éléments finis de plaque.